Good Morning Business, le grand entretien. Valeo profite de la reprise dans le secteur automobile. Le groupe est sorti du rouge au premier semestre avec un bénéfice de 119 millions d'euros. Le chiffre d'affaires est en progression de 19%. On va en parler avec Christophe Périllat, le directeur général de l'entreprise. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. L'an dernier, à la même période, vous étiez dans le rouge. Quel a été le moteur de ce redressement ? Je pense la demande pour nos technologies, pour nos produits qui est forte. Voilà, ça se traduit par de la croissance, de l'activité. On livre beaucoup de caméras, on livre beaucoup d'aide à la conduite, 26% de croissance sur l'aide à la conduite, beaucoup d'électrification. On double notre chiffre d'affaires sur l'électrification. Donc une demande qui est forte. C'est dans les ventes que ça se voit aussi dans les prises de commandes, on en parlera peut-être également. Absolument, 11,2 milliards d'euros pour le chiffre d'affaires, plus 19%, ça aussi c'est une belle performance. Oui, c'est spectaculaire, il y a vraiment un appétit très fort pour nos technologies et partout dans le monde, chez tous les constructeurs. Quelque part on s'est positionné, vous savez, sur cette révolution de l'industrie automobile, plus d'aide à la conduite, plus d'électrification. Ce positionnement, il paye, on le voit par de la croissance et par des prises de commandes. Croissance rentable puisque la marge s'est améliorée. Oui, croissance rentable, ça c'est très important. On ne va pas chercher de la croissance, on va chercher de la croissance rentable. On est très discipliné chez Valeo pour prendre des business qui répondent à nos critères financiers, c'est important. On est une entreprise de tech, voilà, la technologie, ça doit être du pricing power, ça doit être pour nous la possibilité de donner un prix à nos produits qui nous permettent de financer notre innovation. Je pense qu'on y arrive. Entreprise de tech, vous êtes un gros consommateur de composants électroniques dont le prix, pour certains, c'est littéralement envolé. Est-ce que vous avez réussi à renégocier avec vos clients ? Dans quelle mesure est-ce que vous avez eu du pricing power ? J'ai le chiffre 260 millions d'euros. Ce sont les augmentations que vous avez réussi à faire passer. Est-ce qu'on peut mettre ce chiffre en perspective ? Oui, alors 260 millions, ce sont les augmentations qu'on a réussi à faire passer à la toute fin du semestre. C'est pas le chiffre global. Oui, on y est arrivé. Bon, c'est un combat dont vous imaginez qu'il est assez rude, mais au final, on a bien servi nos clients tout au long de la crise des semi-conducteurs. Vous vous souvenez, il y a eu beaucoup d'arrêts de constructeurs. On n'a jamais arrêté les constructeurs. Valeo a toujours été là pour supporter nos clients. Je pense que nos clients s'en souviennent. Donc, ces négociations ont été difficiles, mais je pense on en est sorti avec les résultats qu'on attendait, qui nous permettent d'améliorer aujourd'hui notre profitabilité. Le pourcentage des composants électroniques dans le prix final d'un véhicule ne cesse d'augmenter d'une génération à l'autre. Ça veut dire, si j'ai bien compris, que vous êtes de plus en plus présent dans les voitures. Oui, on est plus présent. En fait, on a un contenu par voiture qui augmente. Voilà. Quand Valeo est une société de technologie, ça veut dire qu'on a un contenu par voiture qui augmente sur l'aide à la conduite parce que c'est plus de logiciels, c'est plus de capteurs, c'est plus de gros calculateurs, vous savez, ces gros ordinateurs qui permettent de processer des quantités de données toujours plus importantes venant de tous les capteurs. Et puis lorsqu'on passe au moteur électrique, lorsqu'on passe au chargeur, lorsqu'on passe à l'onduleur, donc à tout ce qui sert à faire avancer un véhicule électrique, c'est pour Valeo beaucoup plus de contenu que ce qu'on avait sur un moteur à combustion. J'aimerais vous entendre sur 3 sujets qui sont d'actualité pour l'automobile, la conduite autonome, l'électrique et l'hydrogène. D'abord sur la conduite autonome. On avait quand même assisté à un petit coup de frein, sans jeu de mots, des constructeurs automobiles en se disant que la voiture 100% autonome, c'était peut-être pas pour tout de suite. Et puis là, on a eu une surprise récemment. Il y a un constructeur américain qui a annoncé une grosse avancée en Grande-Bretagne, je crois. Il y a eu un tel focus sur l'électrification dans la communication faite par l'industrie automobile qu'on en a probablement oublié de parler de l'autonomie. L'autonomie, ça avance. Voilà, ça avance. Chaque trimestre, chaque semestre, il y a des progrès qui sont faits. Donc aujourd'hui, il y a 2 types d'autonomie. Il y a l'autonomie des robotaxis. Ça existe déjà. Vous avez déjà des robotaxis en Chine. Vous avez des robotaxis sur la côte ouest des États-Unis, qui sont des véhicules qui vous prennent en charge, qui vous amènent à destination. Et il n'y a pas de chauffeur. Voilà. Donc c'est pas votre voiture, c'est pas ma voiture, c'est bourré de capteurs, c'est très cher pour le moment, mais ça fonctionne, ça commence à fonctionner. Et ça permet de tester la technologie, de montrer qu'elle est viable. Et puis il y a votre voiture et la mienne. On n'est pas encore prêt pour l'autonomie, mais on met plus en plus d'intelligence, plus en plus de capteurs pour rendre votre véhicule plus sûr, pour essayer d'aller vers le zéro accident et puis vous aider
vous aider dans toutes les circonstances de la conduite. Qu'est-ce qui bloque pour avoir une voiture 100% autonome? Est-ce que c'est la technologie qui n'est pas encore complètement au point, ou est-ce que ce sont plutôt des questions éthiques? Le jour où la voiture va devoir choisir, par exemple, entre écraser un enfant et écraser 10 personnes? Non, ce ne sont pas des questions éthiques qui bloquent, ce sont des questions technologiques. Voilà, c'est faire fonctionner le véhicule autonome avec une gamme de capteurs, avec une gamme de logiciels qui soit abordable. Il faut que vous puissiez acheter cette voiture également. Et ça, c'est vraiment notre travail, de rendre toutes ces technologies performantes, donc qu'elles fonctionnent, mais aussi qu'elles fonctionnent et qu'elles soient abordables, qu'elles puissent arriver dans votre voiture. Mais sur cette question éthique, la voiture, le jour où elle va devoir prendre une décision entre deux mauvaises décisions, comment est-ce que vous allez gérer? Le logiciel, il n'est pas programmé de cette manière-là. On ne choisit pas entre une solution A et une solution B en disant c'est pas comme ça que ça se passe. Le but, c'est de ne pas avoir d'accident. Le but, c'est exactement de ne pas avoir d'accident. Ouais. La voiture électrique, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Ça progresse vite, ça progresse vite dans le monde. Les immatriculations de véhicules électriques, c'est déjà plus de 20% de la production de voitures neuves en Chine. Et plus que le diesel pour les dernières ventes en Europe. Si je prends le monde dans sa globalité, on est à 11-12% de pénétration des véhicules électriques. La progression, elle est régulière, elle est spectaculaire et elle est inéluctable. Voilà, c'est la réponse que l'industrie automobile donne à la décarbonation, à la lutte contre le réchauffement climatique. On est en plein dans le sujet sur le réchauffement climatique, on en parle beaucoup évidemment en ce moment. Est-ce qu'on aura assez de matériaux, de matières premières pour fabriquer toutes ces voitures électriques? C'est énormément consommateur de métaux? Oui, c'est consommateur de métaux. Il faudra recycler massivement. Je crois qu'il faudra recycler dans l'industrie automobile, mais il faudra recycler partout. Voilà, il faut arrêter de creuser la terre, c'est une évidence. Je pense que tout le monde a conscience de ça aujourd'hui. Donc oui, il y a des matières nouvelles qui vont être nécessaires et ces matières, il faudra les utiliser une fois, mais il faudra surtout les réutiliser une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. On est nous embarqués là-dedans. On a des usines qui font ce qu'on appelle du remanufacturing. Donc on prend une pièce qui est usagée, qui éventuellement est en défaut, et on vient là la renouveler, la remanufacturer. On la nettoie, on change quelques pièces d'usure et on vous la rend totalement neuve en la regarantissant. Voilà, c'est ça l'avenir parce que vous économisez 90% des matières quand vous faites ça. Donc le remanufacturing, la réparation, c'est la clé pour répondre à la question que vous posez. Un dernier mot rapide, quelles sont les ambitions de Valeo dans l'hydrogène? Alors, nous, on est immune à l'hydrogène. C'est-à-dire que nous, on a un moteur électrique, on a un onduleur, et ça intervient une fois que l'électricité peu importe la source d'énergie. Voilà, l'électricité, elle vient soit d'une batterie, soit d'une pile à combustible. Merci beaucoup Christophe Périllat, directeur général de Valeo. Je le rappelle, donc vous êtes sorti du rouge au premier semestre avec un bénéfice de 119 millions d'euros. Merci. À très bientôt.